Donc, nous avons vu la fois précédente comment Flavius Josèphe était absent des débats de la scolastique, des débats monastiques à la fin du Moyen-Âge. Ceci pose quand même un problème. S'il était absent dans les textes, comment se fait-il qu'il ressurgisse après? Il a bien fallu qu'il vive quelque part. Donc, cette étude ne sera surtout pas une étude d'histoire de l'art, ce n'est pas ma spécialité. Les primitifs français sont un groupe de peintres encore très mal connus. Ce sont, pour nous, des contemporains de Nicolas de Cuse. Considérés dans l'expression de la pensée religieuse, ils répondent à l'absence de Flavius Josèphe dans les textes de la fin du Moyen-Âge. Pourtant, entre les primitifs flamands, qui utilisent une peinture à l'huile sur des panneaux de bois, et les primitifs italiens, dont le domaine de prédilection est la fresque murale, eux sont intimement liés à l'histoire du livre. Leur œuvre est une œuvre peinte sur le livre. Ils sont autant enlumineurs qu'illustrateurs, mais toujours dans des livres. Et chacun a sa spécialité. Il en est même un que ne connaît que sous le nom de maître de Flavius Josèphe, du Flavius Josèphe, pour l'avoir orné dans les marges de rinceaux et de feuilles. Au IXe et XIe siècle, le savoir transmis par les livres va commencer, le XVe siècle, va passer d'une littérature des cloîtres via les écoles et l'université à la littérature de cour. Dès lors, le paysage de Flavius Josèphe va beaucoup changer. En effet, ce que vous voyez là à l'écran, ce sont des vues monastiques post-carolingiennes, au XIe siècle. Le luxe et l'esthétisme se déversant dans la littérature de cour ne rend compte de ses choix éditoriaux et scolastiques qu'assez commanditaires. Les évêques, les juges de tout crin n'ont rien à voir dedans. Ce point qui semble évident, tristement ne l'est pas. Ainsi, Frédéric Raphaël, dans une étude sociologique de l'image du juif au Moyen-Âge jusqu'au nazisme, voit cette passation sans comprendre qu'elle est une passation de pouvoir. L'image de Flavius Josèphe interdit de présenter sans nuance, à l'instar de M. Raphaël, l'iconographie médiévale comme un propos ayant un axe ecclésial et méprisant, et dont le climax serait les juifs errants et la monstruosité. Un duc du XIVe siècle n'attend pas d'un livre ce qu'un moine antisémite ou un maître antisémite des études désire. Un message religieux hors des cloîtres à teneur politique se fait donc jour en quittant les figurations monastiques. Il est utile de rappeler ici que les signes distinctifs du judaïsme incluent les personnages de l'Ancien Testament. La rouelle est parfois la seule façon de pouvoir distinguer qui est le juif. J'ai montré à M. Verine ce matin des images de manuscrits juifs où l'on voit le juif portant la rouelle. Et il y a une légende de Saint-Nicolas où un méchant chrétien essaye de rouler dans la farine un bon juif. Et grâce à Saint-Nicolas, il sera confondu, et le juif en sera tellement perdu d'admiration qu'il se convertira. Mais c'est dans la belle légende de Saint-Nicolas. Et tout cela est illustré, bien évidemment. Jamais Flavius Josèphe n'est montré, dans tous les manuscrits que nous allons voir, portant cette rouelle qui est un signe d'exclusion. Et nous le verrons très souvent en habit d'apparat même. Alors la rouelle est, c'est ce que je vais vous dire maintenant, la rouelle est un symbole que Louis de France, en rentrant des croisades, Louis IX dit Saint Louis aussi, je préfère dire Louis IX, en rentrant des croisades, a vu à damiette sur les juifs d'Immi et a imposé, et ceci s'est diffusé dans toute l'Europe occidentale. C'est une roue, un signe rond, rouge et blanc, qui indique que le porteur est juif, tout simplement. On n'a rien inventé, heureusement. L'iconographie d'un juif stéréotypé
sous-entend de dépersonnaliser les individus. Il ne peut jamais être question, pour figurer nommément Flavius Joseph, de le dépersonnaliser. C'est impossible. La croyance personnelle comme indépendante d'un comportement juste ou injuste est nécessaire à des textes tels que la légende du juif abusé, que je viens de vous dire, ou les autres images des juifs de Worms ou des peuplades du monde qui commencent à circuler. L'absence de l'historien juif dans les écrits scolaires est le point de départ d'une autre vision, l'individu de confession juive. Implicitement, il s'agit, par Flavius Joseph, d'un juif générique qui se distingue d'une personne juive, rejoint le bon juif en ce qu'il est un modèle. Il y a quand même un paradoxe permanent à partir des lois d'exclusion du royaume d'abord d'Angleterre, suivi du royaume de France, suivi des royaumes du couronne espagnol et de quelques pays allemands, quelques Länder. Pendant 3 siècles, on a édicté des lois d'expulsion des Juifs. 3 siècles. Ce qui sous-entend un échec complet de cette expulsion. Tout simplement. On n'en voyait pas l'utilité. Les primitifs français n'auraient pas eu à illustrer les guerres juives ou les antiquités judaïques si, même sans citer la pensée juive, la copie de ces œuvres n'avait été en permanence continuée ou même totalement reprise du XIIe, XIVe siècle. Une carte établie par un spécialiste montre toute la dispersion des manuscrits de Flavius Joseph du XIIe au XIVe siècle. Vous pouvez voir l'importance. Ce sont les écrits et une chose importante est à dire, ce sont des écrits traduits en langue vernaculaire pour la plupart, à partir de la version latine de Ruffin d'Aquilée. C'est assez important. En prenant pour repère Verdun, définitivement passé du Saint-Empire à la couronne de France en 1337, et Avignon, où vont s'affronter le roi de France et la papauté en exil, une diagonale se dessine. L'axe d'extension du royaume de France. Vous le voyez là, sur cette deuxième carte. Cet axe d'extension du royaume de France correspond en même temps à la production des écrits de Flavius Joseph. Il y a donc là une concomitance qui ne peut pas être le fruit du hasard. Il faudra bien comprendre ça. Les 2 zones géographiques où se trouve le plus grand nombre de copies médiévales de Flavius Joseph sont donc composées de l'Angleterre, de la Flandre, de la Normandie jusqu'à la Champagne, et le versant ouest de l'actuelle Lorraine, le Barrois, jusque le duché de Nancy, à peu près. La copie de texte joséphien à Rome et en Avignon montre que les bibliothèques pontificales tenaient à avoir ces documents sous la main. L'inventaire des armoires pontificales en Avignon, effectué dès la fin du XIXe siècle, établit que de Boniface VIII, donc en 1300, à Grégoire XI, presque chaque pape eut à cœur de commander ses propres copies de Flavius Joseph, alors qu'il y en avait déjà d'autres. Mais on en a recommandé, sous forme d'extraits intégrés à des résumés, ou bien des copies complètes des Antiquités ou des guerres juives. Environ 18 titres attribués à Flavius Joseph, réalisés pour lui en Avignon durant le XIVe siècle, comme 18 copies, il fait au moins 1 an pour faire une copie, peuvent être isolés dans cet inventaire, mais aucun d'entre eux ne comporte la moindre image. Les notices des catalogues et des autres manuscrits anciens, à l'exception de rares copies carolingiennes, soulignent cette carence iconographique dans les bibliothèques du Royaume de France. Ces manuscrits carolingiens, en particulier ceux venus de Raban-Mort, vont être peu à peu repris, accompagnés et passés du latin
aux langues vernaculaires. Tout ceci va devoir composer en même temps avec le grand schisme d'Occident. Et vous allez voir pourquoi, parce que les images qui vont suivre vont vous montrer à quel point Flavius Josèphe va être important en tant qu'image. Ce schisme succède à une lutte entre la papauté et les couronnes de France et du Saint-Empire dès le début du XIVe siècle. Les nobles vont devoir montrer leur piété. Faute d'allégeance pontificale qui fasse l'unanimité, chacun se voudra défenseur du bien et se cherchera un illustrateur de ces justes combats. Il faut bien le trouver. De préférence rédigé en latin, il est de moins en moins réservé au clergé, ce corpus joséphien. La double absence serait en mesure de gréver fortement le pouvoir nobiliaire et donc royal. Les prises de position durant le grand schisme montrent que ce sont encore les mêmes zones de crispation que la production politique des riches copies des guerres juives. La raison en est simple. Pour combler cette pénurie principalement en récits parabibliques et vernaculaires, Flavius Josèphe offre des garanties suffisantes. Ces écrits, donc traduits et abrégés, deviennent un support qu'il faudra ensuite rendre de plus en plus luxueux pour joindre à l'expression de la piété celle de la réussite nobiliaire et en même temps pouvoir concurrencer le livre qui n'est somme toute qu'une vague copie avec des tampons sans intérêt, avec des copies personnelles, ouvragées et luxueuses. Le luxe à la française peut être daté de cette période. Dans les livres, on crée des objets luxueux et uniques qui vont pouvoir concurrencer l'imprimerie. Ce n'est pas peu de choses. L'arrivée de l'imprimerie imposera, pour garder le prestige et la splendeur, dans ce monde catholique français, des copies très très riches. Dans le monde protestant allemand, nous aurons une rigueur toute germanique et toute luthérienne et calviniste, avec le même visage établi en 1492 qui va se répéter à l'envi. Nous avons donc de très nombreux textes et peu de représentations de Flavius Josèphe. Un ouvrage est consacré à l'iconographie de l'illustration de Flavius Josèphe, et il était publié en 1886. Sur l'ensemble des 300 ou 400 pages de l'ouvrage, il n'y a que 2 pages sur le visage de Flavius Josèphe lui-même. Il s'intéresse beaucoup, comme tous les historiens de l'art, aux scènes, au genre, au feuillage, au grotesque, mais le visage de Flavius Josèphe, la lecture de son utilisation théologique et politique, passe totalement à côté. Nous avons des grands noms de la peinture que nous allons devoir voir. Jean Fouquet, né vers 1420, mort vers 1478-1481. Jean Colombe, 1430-1493. Jean Baudrichon, élève de Jean Fouquet, 1456-1521, peintre de la cour de France, et Robinet Testard, vous voyez qu'il n'y a pas que le président des États-Unis à porter ce prénom, qui est né vers 1471 et meurt vers 1531, donc qui effectue la jonction entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Lui est lié au comte d'Angoulême. Et je vous rappelle qu'à l'époque, les comtes d'Anjou sont liés au duc de Bar. Donc, parfois, dans une seule œuvre, on peut retrouver plusieurs maîtres qui chacun occupe une partie. Donc il nous faudra être vigilant. Les représentations venues du monde carolingien que nous avons vues au début, là, vont prodigieusement changer. Nous avons tout d'abord
des manuscrits, je vous en voyez un là, où on décore mais on ne représente pas. Ensuite, on commence à avoir ce genre de manuscrits. Là, vous pouvez voir, donc, du maître dit de Hannibal. Vous avez d'un côté la lettrine dans sa proportion par rapport à la page et la loupe après. Vous avez un personnage à son pupitre, visage très flou parce que c'est tout petit, mais qui porte cependant des signes très distinctifs du judaïsme. Ces signes distinctifs du judaïsme, alors là vous voyez typiquement les manuscrits du XIIe siècle, vous les reconnaissez, le chapeau pointu. Ce n'est absolument pas le signe infamant du roi de France. C'est le signe habituel qu'ont les personnages de l'Ancien Testament dans les scènes bibliques figurées. Tout simplement. Et remarquez avec quel soin tout cela est écrit, parce que, regardez en haut, on peut lire « Iosephi libro belli judaïki ». Même quelqu'un qui n'a aucune connaissance, on peut le trouver. Cette période, je propose de la nommer Flavius Josephus Judaicus. On le reconnaît comme un juif et un juif témoin. Oh, pardon, c'est comme ça. Il va être témoin de l'histoire du peuple juif. Et là, vous voyez Flavius Joseph qui se fait arrêter. J'espère que vous voyez bien dans les deux cercles. Sur les personnages, pour ne pas se tromper, il y a le nom qui est inscrit. Là, Flavius Joseph est montré la tête nue. Il a les mains liées et il est amené devant Titus. Dans un autre cercle tout en haut, on voit Néron. Et est-ce encore des Romains ou est-ce que ce sont déjà des chrétiens qui sont à genoux devant lui? Il est possible que ce soit des chrétiens et que le peintre ait voulu faire une analogie entre les deux. Vincent de Beauvais va inclure, alors cette image-là est absolument très intéressante, cette série d'images, les fragments des guerres juives dans son miroir historial. Ce miroir historial est le manuel d'éducation des princes. C'est par le miroir historial que les princes, aussi bien de France, d'Angoulême, de Bourgogne ou de Brabant, partout où l'on parle bon français, vont apprendre le métier de gouverner. Agrandissons, nous voyons bien Josephus, vous voyez, c'est écrit sur ses pieds, et en haut, regardez les drapeaux, ils ne sont absolument pas neutres. Si on regarde une autre scène, voici les deux drapeaux en question. L'un porte Judée, l'autre porte les ennemis des couronnes de France. Si ce n'est pas une récupération politique, je vous assure que je devais devoir manger un balai, tout simplement. Flavius Joseph est en permanence présenté comme quelqu'un qui est un témoin, mais un témoin parfois discret. Il faut vraiment charger sa loupe. Vous voyez dans la belle illustration que nous avons à gauche, si j'agrandis la tête du roi, je trouve un petit bonhomme qui regarde et qui note sur des tablettes. C'est Flavius Joseph, en tout petit, tout petit au fond. Et vous voyez le maître des grotesques qui, dans un autre coin, s'est amusé, lui, à faire un singe qui regarde un miroir, dans un miroir, un lévrier qui est sur le dos. C'est à la fois didactique, mais en même temps, tout cela est bien emballé comme une bonne série qu'on dirait hollywoodienne aujourd'hui. Il y a déjà de la French touch là-dedans. Ce témoin est si discret que dans cette figuration qui est de la fin du XVe siècle, lorsque Jérusalem est mise à sac,
Et là, vous avez les couleurs du manuscrit tel qu'il apparaît à gauche. Lorsqu'on reconstitue par l'informatique ces couleurs, voilà ce qu'on obtient. Regardez, il est avec un bonnet, une genre de chapka, cette fois-ci, en train d'écrire, très nettement, hein, ce qui se passe. Et les armures, ainsi que les casques, portent des couleurs différentes pour que l'on voit bien qui est qui, si l'on agrandit bien tous ces éléments, qui ne font guère plus de 12 à 20 cm de haut. Hein. On y voit que les ennemis des Juifs commettent des atrocités, décapitent des femmes, enfin, etc. C'est la foire d'empoigne. On va donc arriver progressivement à un homme qui écrit en étant témoin. En enlevant le fait historique, on arrive au fait symbolique. Donc on est passé de la petite casemate où Flavius Joseph regardait et écrivait, et l'on arrive maintenant, avec la très très belle touche de Testard, là, à Flavius Joseph, dans un premier temps, dans son cabinet, en train de dicter, mais aussi Flavius Joseph, en tant que maître, expliquant à des savants ce qui s'est passé. Cette scène n'est pas historique, cette scène est purement symbolique. Flavius Joseph est un maître des savants. Le livre de Joséphus de l'ancienneté des Juifs, tel qu'on le dit à l'époque, va devenir donc l'occasion de montrer un maître en son cabinet. Vous le voyez dans l'autre image. Et ce maître dans son cabinet a des secrétaires auxquels il dicte tout ce qui est à savoir. Il est donc le savant. Détail. Il est désormais à nouveau la tête couverte. Mais ce n'est plus du bonnet juif, ce n'est plus vraiment du bonnet universitaire, c'est quelque chose qui est entre les deux. On a fait un micmac. Mais il n'a toujours aucun signe péjoratif ou exclusion. Voici un autre manuscrit où carrément il est écrit en rouge au-dessus Flavius Joseph, vous voyez en haut la première ligne, scriptore. Flavius Joseph, l'écrivain. Il est à noter les différents types d'agenouillement des tabellions devant Flavius Joseph. Nous arrivons ensuite à la représentation la plus connue et la plus aboutie, qui est celle de Jean Fouquet. Alors, on peut avoir deux améliorations numériques, une en couleur chaude, une en couleur froide. Hein. Ça dépend si vous avez un cataracte ou pas. Mais ce Flavius Joseph-là est très intéressant. Tout est pacifié. Alors que l'on va raconter les guerres juives, notez la paix, le calme et la tranquillité. Regardez le visage jeune, en bonne santé, du Flavius Joseph. À côté de lui, un étudiant plus formé forme son cadet. En dessous, un autre prend plaisir en souriant à recopier le travail. Tout est calme au point que les chiens ne se battent même plus pour un os. Et la devise des Angevins est ici, plus est en vous. C'est-à-dire que là, il faut mieux, parce que reprendre la devise du Barrois en parallèle l'explique bien, plus penser que dire. Donc ça nous dirige déjà vers l'intériorité. C'est un portrait de l'intériorité de Flavius Joseph que nous avons là. Et c'est très très intéressant de voir alors ce qui se passe chez nos voisins. Du côté italien,
que vous avez à gauche, vous avez quelque chose qui est complètement anhistorique, baroque et presque psychédélique. Ils ont un gros problème. Ils doivent rivaliser avec les maîtres de l'école de Giotto, de Martì de Simoni, etc. Donc là, ils font une exubérance, mais le personnage est intéressant. Il est assis sur un trône, qui, à mon avis, vient d'une consommation excessive de psilocibe, et porte un genre de mitre bleu, complètement improbable. D'un autre côté, nous avons une peinture franco-italienne au centre, qui est magnifique, elle est beaucoup plus grande en fait dans la réalité, où on a ce Flavius Joseph dans son cabinet, une maison luxueuse qui donne sur des vallons très calmes et très beaux. Notez les détails et la perspective. Et les armures et les armes sont rangées. Encore une fois, Flavius Joseph irradie en amenant la paix. Nous avons la version allemande qui est stéréotypée. J'ai mis en haut la version couleur et vous voyez la version noir et blanc. C'est Stampfel, comme ça. Et il y a une représentation impossible, c'est celle qui viendra au XVIIe siècle. Après le temps des réformes, viendra le temps des empoignades, et on verra Flavius Joseph coiffé d'un turban à l'ottomane. C'est impossible en 1453, lorsque Constantinople est prise par les Mahométans, tel qu'on les appelle. Et vous voyez une enluminure qui représente Mehmet II, qui a pris Constantinople, à sa mort. Jamais les diables n'ont été aussi beaux. Et ils portent bien le turban ottoman, etc. Petit détail, je ne sais pas pourquoi actuellement en France, lorsqu'on essaye de regarder qui est dans la 8e fosse de la 8e cercle, là où normalement il y a Mahomet et les schismatiques, il n'y a plus marqué que les schismatiques. Dans les présentations actuelles de l'enfer de Dante, Mahomet a été sous-entendu. Donc, je vais terminer parce qu'on va faire vite, tout le monde est un peu fatigué. Vous voyez que nous avons atteint avec Jean Fouquet le sommet d'un genre qui se redira ensuite, mais qui s'éteindra devant le turban à l'ottomane, où, très beau paradoxe, par l'étude du rédacteur de la guerre des Juifs, nous obtenons un lieu d'étude de paix et de sérénité. Et Flavius Joseph ici est tout à son honneur. Aujourd'hui, le visage que nous avons de Flavius Joseph est un visage technique, puisqu'on a été le chercher dans l'Antiquité. Vous avez ici un buste qui est conservé au Danemark, et il y a une querelle d'érudits, puisque un grand nombre y voit Flavius Joseph, d'autres, ne voyant qu'une tête nue, refusent d'y voir autre chose que quelqu'un de l'Empire romain du côté de la Mauritanie romaine. Pour les gens du Moyen-Âge, l'affaire est close. Flavius Joseph est ce savant qui nous apprend à gouverner notre empire en choisissant le bon étendard pour atteindre, dans nos cabinets d'études, la sérénité, le calme et la paix. Je vous remercie. ליל שימורים, אותו אל חצה כחצות לילה בתוך מצרים כיצא. גיבור על אדום יחצנו כחצה, דוד מעריב ערב ונזמרנו בנפש חפצה. La nuit de Pessah, Dieu la veut partir, les Mitzrim tués et ces Juifs gagnés.